Je vais raconter cette anecdote que je racontais à Pierre quand je suis venu en Bretagne. Thierry était là aussi. Quand j'étais jeune, je suis encore, n'est-ce pas Sylvie, j'étais collaborateur auprès de François Léotard, qui était président de l'UDF, et j'étais en charge du projet. Je travaillais sous la houlette de François Léotard et de Pierre Ménury en charge du projet à l'UDF. Et en 97, nous établissons l'avant-projet de l'UDF, puisque les élections législatives avaient lieu en 98, puisque Jacques Chirac avait eu cette formidable idée de ne pas dissoudre après son élection, et donc les élections législatives ayant eu lieu en 93, il fallait ces élections intermédiaires en 98. Donc on avait fait notre travail, on avait beaucoup bossé, on avait essayé de faire quelque chose d'intelligent, de moderne, de libéral. Et puis François Léotard va voir Jacques Chirac et en rentrant, il m'appelle dans son bureau, il me dit « Hervé, Jacques Chirac va dissoudre. Pierre Ménury va conduire la discussion. Et bien entendu, il t'appartiendra de rédiger le document. En face de toi, tu auras Jean-François Copé que Jacques Chirac et Alain Juppé ont désigné. » Et nous avons rédigé en l'espace d'un week-end, tout en étant en campagne pour les législatives, la plateforme politique de la France pour les 5 prochaines années. Donc Christophe, ça laisse songeur sur la façon dont on peut construire un programme politique. Et au bout du compte, on est arrivé le mardi matin, Copé et moi, on avait une trentaine d'années à tout casser, et on est arrivé devant l'aréopage du RPR et de l'UDF, et à l'époque, c'était quelque chose de significatif quand on avait une trentaine d'années, que vous aviez Giscard, les Barre, les Seguin, les Juppé, Chirac était président de la République, donc il n'y a pas, enfin bref, toutes les grandes figures qui avaient fabriqué la politique française depuis 30 ans. Et la seule chose qui avait été barrée de notre document, à la demande, je tairai le nom d'un des grands leaders politiques, c'est que nous avions prévu que les fonctionnaires étaient obligés de démissionner de la fonction publique lorsqu'ils faisaient de la politique au-delà de 5 ans. Et l'un d'entre eux avait considéré que c'était un peu abusif et que c'était discriminatoire pour les fonctionnaires. Et donc, c'était les 5 mots qui avaient été supprimés. Dieu sait pourtant que ce serait une bonne idée. Et donc, on est sorti de ce document. Et nous, on était... j'avais tenu, puisque Léotard m'avait dit surtout, vous tenez, ou tu tiens sur tout, parce qu'on a présenté notre projet 15 jours avant. Donc, la presse ne va regarder le projet que par rapport à ce que nous avons présenté nous-mêmes. Et le lendemain matin, je suis tombé à la renverse en entendant l'édito d'Alain Duhamel, où le même Alain Duhamel explique que l'UDF n'a plus de raison d'être parce que, finalement, le RPR a fini par adopter toutes les positions qu'avait l'UDF sur les grands sujets. Donc je me suis dit que Dieu sait que c'était difficile de communiquer. Et en clair, Pierre, Alain Duhamel annonçait l'UMP, on en est revenu. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons pour construire une famille politique qui, je l'espère, aura la même ambition et la même portée qu'a eu l'UDF, Louis, quand ton père a décidé de la créer en 1976, si je me souviens bien. Bien, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être avec Jean-Christophe Fromentin aujourd'hui pour conclure. Comme il y a eu un certain nombre d'éléments nouveaux dans le débat politique, le débat interne de l'UDI aujourd'hui, iTélé m'a demandé de venir à 22h15 pour évoquer ces sujets. Donc, vous ne m'en voudrez pas si j'ai obligé de partir pour rejoindre les studios d'iTélé. Mais je voudrais simplement avec vous dire 3 choses. La première chose qui est extrêmement importante, c'est qu'avec Jean-Christophe, nous avons décidé de faire équipe au soir du premier tour. Et nous avons construit cette équipe non pas en distribuant des sièges, que nous n'avions d'ailleurs pas à distribuer, non pas en pensant à des postes, non pas en se disant qu'il y avait probablement entre nous des combines possibles et des arrangements dans le cadre de l'organisation politique de la majorité de demain. Nous l'avons construit en nous mettant autour de la table, dans un bistrot, pour tout vous dire, et nous avons écrit pendant 2 heures quelle serait, pour nous, la stratégie politique, et s'il était possible, en effet, que nous puissions faire cause commune. Eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que, après avoir écrit ce document, et après avoir eu 2 ou 3 réunions communes, 2, disons,
et la troisième étant ce soir, je suis absolument convaincu que nous avons fait le bon choix, l'un et l'autre, celui de faire cause commune, d'une part parce que nous sommes des libéraux l'un et l'autre, d'autre part parce que nous portons, mon cher Pierre, la même idée de responsabilité, et parce qu'enfin, nous avons construit une ambition qui nous semble une ambition rationnelle. Et je voudrais simplement vous dire trois choses dans le cadre de cette campagne. On doit être, pour moi, à 85 ou 90 réunions en l'espace de ces 2 mois. Et vous dire simplement, d'abord, une chose simple. Nous avons eu un taux de participation relativement faible au premier tour, même très faible, j'allais dire. 56% seulement des adhérents de l'UDI sont allés voter au premier tour de cette élection. Alors, il y a eu des problèmes d'organisation divers et variés. Certains n'ont toujours pas obtenu ou reçu leurs instruments de vote, même pour le second tour. Nicolas Péhary me disait cela à l'instant. Jean-Christophe, tu ne les as pas reçus non plus. Bref, mais au-delà de ces questions, il y a eu chez nous probablement un certain nombre d'interrogations. Et je voudrais simplement vous faire partager cette idée simple, c'est que lorsqu'on est adhérent d'un parti politique, ce n'est pas simplement un devoir, c'est une responsabilité d'aller voter. Et c'est une responsabilité parce que vous avez fait un acte supplémentaire à celui d'un citoyen qui va voter pour une élection générale, c'est celui d'adhérer à un parti politique. Alors souvent, vous l'avez fait parce que vous êtes l'ami de tel ou tel élu, parce que vous voulez soutenir telle ou telle personne, et j'imagine ici dans la salle, vous avez été nombreux à vouloir soutenir Jean-Christophe. Mais il y a pour nous une exigence, c'est que cette élection, ce soit celle de tous les adhérents de l'UDI. Si vous regardez un peu un certain nombre d'articles, vous constaterez qu'il y a eu chez mon concurrent, de toute évidence, une capacité de mobilisation extrêmement importante qui nous amène à ce que 37% de son résultat est lié à un seul département qui est la Seine-Saint-Denis. Et que ce soir, après des articles dans Le Parisien, des articles dans Marianne, ce soir dans le Point.fr, on démontre et on fait état d'une tuyauterie formidablement organisée pour construire un fichier de militants qui n'a rien du fichier populaire et des militants populaires dont parle mon concurrent, mais qui a tout lieu d'apparaître comme d'abord la machinerie clientéliste pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de voix. Vous lirez ce papier dans Le Point, il est extrêmement édifiant et moi je ne veux pas que cette élection, elle soit volée, non pas pour moi, mais pour les 30 ou 35 000 militants de l'UDI. Et donc je dis, cette élection, c'est la vôtre. Et cette élection, elle est importante. Alors on vous dit ça à chaque élection, mais là, elle est doublement importante. Elle est importante pour notre parti. Cela fait 2 ans que Jean-Louis Borloo a réussi cet exploit extraordinaire de remettre autour de la table des hommes et des femmes qui avaient à peu près tout fait pour se détester. Nous sommes revenus autour de la même table, nous avons su construire une famille politique qui a gagné toutes les élections depuis 2012. Je vous rappelle que nous avons gagné 51 villes de plus de 20 000 habitants, que nous avons fait jeu égal avec l'UMP au moment des sénatoriales, mais il est clair que notre famille politique n'est pas encore une famille politique dont on se dit qu'elle pourrait incarner une alternative en tant que telle. Et donc, il y a chez nous une exigence, c'est de faire en sorte que notre famille politique ne se retrouve pas en 2017 dans le même état que nous l'avons trouvé en 2012. Et donc, pour nous, pour Jean-Christophe et moi, nous avons clairement en tête qu'il s'agit d'une construction sur le long terme et que l'UDI doit être en capacité de passer cette satanée élection présidentielle qui est source de tous les dangers pour la famille centriste parce que si vous regardez les histoires de 2002, celle qu'évoquait Pierre, de 2007 ou celle de 2012, à chaque fois, la famille centriste est sortie en lambeaux. Et moi, je ne veux pas que la vie politique des centristes se résume à l'histoire des 3 petits cochons, où en quelque sorte, on n'a pas construit une maison assez solide et le grand loup est venu nous manger. Et donc, pour éviter cela, nous avons cherché à construire une stratégie politique qui, en effet, aborde la question de la présidentielle en ayant une ambition réelle, mais en même temps en ayant une construction rationnelle.
J'y reviendrai tout à l'heure. Et le second point que je voudrais évoquer avec vous, qui montre l'importance de ce scrutin, c'est, à mon sens, l'évolution de la vie politique française. Je suis convaincu, mes chers amis, que nous sommes à la fin d'un cycle. Je le dis depuis 10 jours, mais je suis intimement convaincu que nous vivons la fin d'un cycle politique comme nous avons vécu à différentes périodes de l'histoire moderne du pays, la fin d'un cycle, comme nous avons vu disparaître le MRP ou comme nous avons vu disparaître, malheureusement, l'UDF. Pourquoi nous sommes à la fin d'un cycle? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que notre système institutionnel, mes chers amis, est à bout de souffle. Il est la cause de nos difficultés. Il est facteur d'impuissance. Il est facteur de défiance. Il a été créé pour un homme, avec un modèle institutionnel qui était le septennat, et aujourd'hui nous avons construit un système qui repose sur une élection présidentielle pour un quinquennat, après une primaire, où un homme qui fait 20% au premier tour concentre tous les pouvoirs avec sa cour, avec un système institutionnel où le Parlement lui-même n'a plus aucune légitimité politique propre, parce que les parlementaires ne sont que la résultante de l'élection présidentielle. Je me souviens toujours du mot que Nicolas Sarkozy avait quand il parlait avec les parlementaires de l'UMP ou du Nouveau Centre. Il disait « Si vous avez été élu, c'est grâce à moi, c'est parce que j'ai été élu président de la République ». En clair, vous n'avez pas de légitimité politique propre. La seule que vous avez, c'est de m'avoir soutenu pendant l'élection présidentielle. Et donc, on a un système avec un Parlement où une majorité de 350 députés, représentant 20% des Français, est sous l'autorité d'un chef de l'État qui est non seulement président de la République, mais qui en même temps est Premier ministre et qui exerce avec sa cour, avec ses collaborateurs, l'essentiel des fonctions gouvernementales. Eh bien, ce système-là, mes chers amis, dès lors que l'état de grâce est terminé, ce système-là conduit à l'impuissance. Voilà pourquoi nous devrons être, nous, centristes, en capacité de proposer une vraie rénovation politique du pays pour que nous soyons en situation de construire et de conduire la transformation du pays. Voilà pourquoi, pour moi, nous devons avoir un président de la République qui soit en charge du temps long, qui soit l'arbitre. Voilà pourquoi nous devons avoir un Premier ministre qui retrouve sa fonction telle que la Constitution le prévoit, de conduire et déterminer la politique de la nation. Et voilà pourquoi nous devons avoir une majorité parlementaire dans laquelle il y ait la création d'une coalition large permettant de donner de la stabilité, mais aussi une assise politique dont parlait Pierre tout à l'heure, suffisamment forte pour que la France et les Français puissent être entraînés dans la transformation. Voilà pourquoi il faut introduire de la proportionnelle. Voilà pourquoi il faut que nous ayons, à mon sens, une vraie rénovation institutionnelle. Je le raconte parce que ça m'a beaucoup frappé. Il y a 4 jours, en allant à Toulouse, je m'assois dans l'avion et à côté de moi, il y avait un homme qui, très rapidement, prend langue et se met à converser de la situation du pays. Et puis, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il me dit « Vous savez, je suis cadre au CNES, au Centre national d'études spatiales. J'ai fait toute ma carrière là. Et j'ai un regret, c'est que le président de la République, aujourd'hui, ne soit plus en charge du temps long. » Je l'écoute parce que ces mots-là, ce n'est pas des mots d'ingénieur, ce n'est pas des mots de cadre, c'est des mots du politique. Il me dit, oui, vous voyez, moi, mon travail, si j'ai un travail aujourd'hui, si j'ai eu une carrière professionnelle, c'est parce qu'il y a eu, il y a 50 ans, un chef de l'État qui a décidé de faire de la France une puissance spatiale et qui ne s'est pas simplement préoccupé du quotidien. Eh bien, je crois qu'il y a pour nous le besoin de reconstruire un système institutionnel où on ne soit pas simplement en train d'arbitrer entre les exigences sondagières et les exigences budgétaires, mais qu'en même temps, il soit en situation de pouvoir fixer l'orientation et le cap d'un pays sur le long terme. Et donc, comme il n'y a plus un pouvoir capable d'emporter la transformation des pays, et bien entendu, ça génère de la défiance. Et donc, nous avons un système institutionnel qui est facteur d'impuissance et qui crée la défiance. Et pardon de vous le dire, quand on évoque la progression du Front National, elle n'est pas
intimement liée, comme on le raconte en permanence, à la mondialisation, à l'insécurité ou à l'immigration. Elle est d'abord liée au fait que, majorité après majorité, les Français connaissent la déception. Et que nous sommes co-responsables, droite et gauche, de la progression du Front National. Alors certes, les socialistes ont mis un coup d'accélérateur depuis des ans, mais la réalité, c'est que nous racontons aux Français un film avant l'élection. Et qu'après l'élection, ils leur auraient projeté un autre film. On leur a raconté une histoire avant l'élection. On leur donne des solutions. Et ensuite, après l'élection, eh bien, on tergiverse, on contourne, plutôt que d'affronter les solutions telles qu'on les a décrites durant la campagne électorale. Et ce n'est pas parce que les politiques ont simplement oublié ou parce qu'ils ont menti, c'est simplement parce que le système institutionnel en lui-même n'est pas capable de conduire la transformation. La deuxième raison pour laquelle nous sommes, à mon sens, au cœur d'une transformation politique, ou tout du moins à un tournant ou à la fin d'un cycle, c'est le débat que vous entendez aujourd'hui chaque jour, tant au Parti socialiste qu'à l'UMP. Au Parti socialiste, écoutez bien ce qui est en train de se passer, parce que ce qui se passe au Parti socialiste, c'est ce qui s'est passé dans tous les partis socialistes européens il y a 20 ans ou 30 ans. Est-ce qu'on peut rester, disons, collectiviste, même si c'est un peu brutal de dire ça, mais est-ce qu'on peut rester collectiviste dans un monde globalisé? C'est ça la question que se pose aujourd'hui un certain nombre de socialistes. Et le débat que vous avez entre la ligne Valls et la ligne Montebourg, ce n'est pas simplement des rivalités de personnes ou des rivalités ou des ambitions d'hommes. C'est d'abord et avant tout un débat qui va aller jusqu'en 2017, qui sera celui de est-ce que le Parti socialiste prend le tournant de tous les partis socialistes européens ou est-ce que le Parti socialiste reste définitivement ou encore arrimé à la gauche de la gauche dont elle considère que c'est la clé de ses victoires électorales, qu'évoquait Pierre Méhaignerie dans son discours ou ses conversations avec Michel Rocard. Et de l'autre, à l'UMP, le même débat est en cours. Il est incarné par deux hommes, l'un qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui représente, disons, la droite la plus dure, et de l'autre, la droite plus modérée, représentée par Alain Juppé. Et ce même débat aura lieu jusqu'en 2017. Et la conséquence de cela, mes chers amis, c'est que l'UDI et les centristes seront au carrefour, ou seront la convergence naturelle de ce débat politique. Parce que dès lors que vous avez cette double confrontation à l'UMP et au PS, les yeux se tourneront vers les centristes et donc vers l'UDI. Voilà pourquoi il faut que nous soyons en situation d'être l'un des acteurs, je ne dis pas le seul acteur parce que ce serait faux ou ce serait malhonnête, mais que nous soyons l'un des acteurs de la recomposition du paysage politique qui finira par voir le jour. Parce qu'avec la progression de surcroît des deux extrêmes, eh bien, il y aura nécessairement une reconstruction autour de ce que Helmut Kohl devait évoquer quand il te parlait de la famille du centre et du centre droit à travers la CDU-CSU. Voilà pourquoi je vous demande vraiment de considérer que cette élection, elle n'appartient pas simplement aux électeurs de Seine-Saint-Denis ou de l'Hérault, si j'en crois Le Point, ou la dépêche de l'AFP de cet après-midi. Voilà pourquoi cette élection, ça doit être la vôtre. Et la pire des choses serait qu'au soir de cette élection, les électeurs de l'UDI ou les adhérents de l'UDI se sentent volés. Ce n'est pas tellement nous, j'allais dire. Nous, on finira toujours, je puis dire, à faire entendre notre voix. Mais c'est surtout de faire en sorte que cette élection corresponde à celle qui a été, en quelque sorte, voulue par ceux qui voteront. Le deuxième message que je voudrais vous faire passer, rapidement, qui, pour moi, est un message essentiel, et je serai court parce que c'est, j'allais dire, la partition de Jean-Christophe. C'est la question de la présidentielle et comment on l'aborde. Nous avons eu cette conversation parce que Jean-Christophe était peut-être plus présidentialiste que moi. Moi, j'ai probablement été tellement marqué par les histoires précédentes que je m'en méfie comme, j'allais dire, comme d'une mauvaise maladie. Et donc, voilà ce que nous avons construit ensemble. Ce que nous avons construit ensemble, c'est l'idée d'abord d'essayer de créer les conditions de la dynamique.
J'en ai un peu marre qu'on considère que nous ne serions pas, nous serions vendus aux autres parce que nous voudrions moins la présidentielle que les autres, comme si la présidentielle était la clé de tout dans la vie politique française. Si c'est un peu vrai. Et donc, ce que nous avons construit, c'est une dynamique. Et c'est une dynamique qui est extrêmement innovante. L'infogramme la montre. Pierre Méniory l'évoquait. Ama aussi. Cette dynamique, c'est celle qui part des territoires. L'idée, c'est que nous ayons en quelque sorte la mise en œuvre d'une idée qui était assez géniale de Ségolène Royal, qui était l'idée de la société participative. En clair, construire un projet politique qui ne soit pas top-down, où grosso modo, on donne la béquille aux Français en leur disant « voilà, on a réfléchi à quelques-uns et voilà quel est le projet pour la France », mais au contraire, un projet bottom-up, où on crée des centaines de comités locaux, appelons ça comme ça, de cercles de réflexion, capables de construire un projet politique avec les forces vives du pays. En clair, dites-nous quelles sont vos questions, vos préoccupations, vos ambitions, vos problèmes, vos solutions. Et ensemble, on va écrire le projet politique pour la France. Ça, c'est l'idée fromentinesque, si je puis dire. Eh bien, on va la mettre en œuvre. Et l'idée derrière ce projet partant des territoires, c'est de faire en sorte que nous soyons en mesure de créer la dynamique. On ne va pas demander aux gens d'adhérer à l'UDI. On va leur dire, venez avec tel que vous êtes, adhérents de l'UMP, du PS, adhérents de rien, hommes de gauche, hommes de droite, peu importe. Vous avez des responsabilités, vous avez des idées. Ensemble, nous allons construire le projet. Voilà, on va faire une table ronde sur la santé à Neuilly et on invitera Pierre Méniory pour nous évoquer les conditions du triple pontage. Et on va évoquer comment on peut améliorer l'accès à la santé pour un certain nombre de populations. Bien. En clair, partir des territoires. Faire que le projet politique soit celui construit par les Français pour qu'enfin il puisse être mis en œuvre au lendemain d'une élection. Et qu'en même temps, ce soit une dynamique pour notre formation politique. Parce qu'en vérité, les Français adorent encore la politique. Et ils en sont déçus matin, midi et soir par le spectacle qu'on leur donne. C'est ça la vérité. Si les Français n'aimaient pas les politiques, ou n'aimaient pas la politique, il n'y aurait pas autant d'émissions à la télévision et sur les chaînes d'actu sur la politique. Garantir. Ça, c'est l'idée qui crée la dynamique. Et au bout du compte, ça a été notre débat. Faire en sorte qu'il y ait un moment, un rendez-vous. J'étais content de constater dans le débat de la chaîne parlementaire de ce matin que mon concurrent qui expliquait dans tous les meetings, me disait-on, que quoi qu'il arrive, il fallait un candidat à l'élection présidentielle, même s'il faisait 2%, a fini par accepter ce matin qu'en effet, il fallait qu'on se pose un moment ou un autre. Parce que, pardon, une présidentielle à 1, à 2 ou à 3%, c'est une présidentielle où on termine en caleçon. C'est une présidentielle où l'UDI finit explosé dans le mur et en klaxonnant. Parce que, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas de figure? C'est extrêmement simple. Les uns iront voir l'ancien maire de Neuilly, les autres iront voir le maire de Bordeaux, et le troisième iront voir le maire de Pau. Voilà comment ça va se passer. Et l'UDI sera retour à la case départ, dans le même état qu'elle était en 2012. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est qu'à partir de cette dynamique, nous soyons en mesure de constater si nous sommes en capacité d'avoir une alternative crédible et de porter nous-mêmes notre propre message politique, mais d'être en capacité aussi de ne pas être simplement dans un patriotisme de parti et d'être en ouverture d'esprit pour construire, le cas échéant, une majorité d'idées avec des hommes et des femmes qui portent les mêmes valeurs que nous. Pardon de vous dire, pour citer un nom, si nous n'étions pas en situation de porter une candidature, je préfère de loin être en capacité de participer à la victoire d'Alain Juppé plutôt que de me retrouver dans un choix qui n'est pas le mien. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis si c'est un autre, tant mieux. Si c'est Jean-Dionys de Séjour, c'est encore mieux. Bien. Et donc voilà, ce que je souhaite derrière tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est que nous gagnions la présidentielle. Qu'on la gagne soit parce qu'on a créé la dynamique pour ça,
soit qu'on la gagne parce qu'on a participé à une aventure dans laquelle nous nous retrouvons avec 100 ou 150 députés, non pas parce que ça me ferait plaisir d'avoir 150 députés, mais simplement parce que ça nous permettrait d'avoir à la clé à l'Assemblée nationale. Ce qu'il nous faut, c'est que nous soyons en capacité de dire non quand le texte ne nous va pas et de dire cette priorité, c'est la nôtre et vous allez la respecter. C'est ça le sujet. C'est ça. Donc, voilà le chemin que nous vous proposons. Ce n'est pas un schéma sans ambition. Au contraire, il est extrêmement ambitieux. Mais en même temps, il essaie d'être rationnel. Et il essaie d'éviter que l'UDI ne soit, en 2017, réduit à poussière. Et puis, la troisième chose que je voudrais vous dire, on a évoqué le parti, ce qu'on pourrait faire, l'application smartphone pour avoir un système interactif, pour qu'on puisse changer, faire des plateformes participatives, faire en sorte que les militants fonctionnent. Je voudrais simplement insister sur une chose, c'est l'éthique et l'exemplarité. Moi, on pourra toujours, je pourrais monter au cocotier aussi longtemps que vous voulez, j'aurai toujours les fesses propres. C'est une certitude. C'est une expression, madame, de Charles de Courson. Parce que je voyais madame qui demandait à son mari, qui se disait, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Vous voyez bien qui est Charles de Courson, j'imagine, ce député qui est le Fouquier-Tinville de l'Assemblée nationale, et qui dit toujours, quand on veut monter au cocotier, il faut d'abord avoir les fesses propres. Je trouve que c'est une image assez, en effet, poétique, mais qui montre bien ce qu'on veut dire. Et moi, je tiens à ça. Et cette immense chance, c'est que je n'attends pas mon indemnité parlementaire tous les mois pour me dire si je ne l'avais plus, je ne pourrais plus vivre. Ça, c'est une chance. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que nous avons besoin d'en faire une image de marque. Que nous puissions dire, voilà, nous, on est différents des autres. Voilà pourquoi je tiens beaucoup au vote du budget de l'UDI par les militants, ou tout du moins par les membres du Conseil national, qui sont 2500. Je veux que le trésorier vienne et dise, voilà, voilà ce qu'on fait de votre argent. Combien coûte, quels sont les frais de personnel? Quel est le salaire des cadres de l'UDI? Je peux vous garantir que c'est un sujet que je compte aborder au lendemain de l'élection. Deuxièmement, les frais généraux. Frais de com, les frais de bouche. Bref, que vous puissiez dire, voilà, comment cette maison est gérée. Nous l'avons fait pour le groupe parlementaire. Philippe Vigier a présenté les comptes du groupe en disant, voilà, tenez aux journalistes, regardez, voilà ce qu'on fait de l'argent public. Voilà ce qu'on fait avec les contributions des parlementaires, puisqu'on finance en partie le groupe. Ça me paraît sain. Et moi, je veux en faire une marque de fabrique. Et je veux y ajouter quelque chose, c'est l'interdiction des conflits d'intérêts. En clair, si l'épouse de Jean-Denis du Séjour est une entreprise de traiteurs, je ne ferai pas appel à sa femme pour faire les petits fours du congrès de l'UDI. Qu'on puisse au moins se dire, voilà, on gère les choses tranquillement, honnêtement, et on met en place une espèce de petite commission avec 3 personnes pour choisir les fournisseurs de la maison. Non pas, on ne va pas rentrer dans les procédures de marché public des collectivités locales parce que c'est un enfer, mais on va essayer de faire en sorte qu'on puisse ne pas avoir d'ombre, enfin pas de nuages. Et ça, j'y tiens beaucoup. Un mot, enfin, sur le fond, mais vraiment très court, parce qu'après, iTélé, je voudrais quand même écouter un peu Jean-Christophe. On va parler de liberté, forcément. Nous sommes des libéraux, l'un et l'autre, parce qu'on a besoin de création de richesse, on a besoin de création de valeur, on a besoin de confiance, on a besoin de restauration de l'investissement en France. Nous sommes d'accord. Mais en même temps, il y a un sujet qui m'est cher, que je voudrais vous faire partager, et que Rama évoquait. C'est qu'à travers ces 3 mois de promenade à travers la France, je constate qu'il y a un sujet central. C'est qu'aujourd'hui, nos compatriotes veulent en effet de l'emploi, ça fait aucun doute, ils veulent du pouvoir d'achat, mais au fond, il y a un vrai questionnement. C'est
est-ce qu'on est encore dans la même barque, en quelque sorte? Est-ce qu'on est encore dans le même bateau? Et mon sentiment, c'est que un des grands malaises de la société française d'aujourd'hui, c'est que la communauté de destin qui est la nôtre, elle est éclatée comme l'est un pare-brise, vous savez, avec ses 1000 éclats, mais ça tient encore. Eh bien, on est à peu près dans le même état. La montée des communautarismes, le repli sur nous-mêmes, les nouvelles technologies, facteurs de repli, les inquiétudes diverses et variées qui fait que on va moins vers les autres. Et puis aussi le fait que cette communauté de destin, elle tient par la préservation d'un certain nombre de politiques qui fait que ça a un sens d'être ensemble. Ce sont les grandes politiques de solidarité qu'il faut renforcer, rétablir, notamment dans leurs équilibres, mais c'est aussi d'autres sujets, et j'en aborde un seul. On pourrait aborder la question de la santé, on pourrait aborder la question des retraites. Moi, je suis pour un régime de retraite universel, égal pour tous, mais par répartition, pour qu'on comprenne que la communauté de destin, c'est notamment le fait qu'il y ait une solidarité entre les générations. Mais c'est aussi sur des sujets comme la sécurité. Et il faut que nous, centristes, nous soyons aussi sur des sujets où on ne nous attend pas. Et notamment ces questions-là. Parce que derrière la question de la sécurité, il y a bien entendu une protection individuelle. Mais il y a aussi l'idée que finalement, même sur les sujets les plus importants, là où l'État devrait être présent, là où on l'attend au premier rang, eh bien l'État n'est même plus capable d'assurer ces fonctions collectives de base qui fait qu'on a le sentiment qu'on a en effet des choses en partage. Quand vous regardez les choses, vous constatez que, l'État n'ayant plus été capable de mettre assez de flics dans les rues, on a demandé aux collectivités locales de le faire. Est-ce que c'était leur boulot? À l'origine, ce n'était pas si évident que ça. Puis, maintenant, pour ceux qui sont les plus aisés, on fait appel à des protections rapprochées. Pour les troisièmes, c'est-à-dire les entreprises dans les zones d'activité, on fait appel à des sociétés privées de gardiennage parce que l'État n'est plus capable d'assurer la sécurité des biens et des immeubles. Et enfin, maintenant, dans un certain nombre de lotissements, on voit apparaître des sociétés de gardiennage ou de protection assurant la sécurité des habitants. Eh bien, on voit bien que, entre les failles de notre régime de solidarité, entre la question des déficits, entre le niveau de prélèvement qui fait que certains se demandent pourquoi encore payer, et enfin, sur des questions comme la sécurité, où on voit les failles de l'État, finalement, tout le système finit par apparaître comme de plus en plus inconsistant et de plus en plus fragile. Eh bien, nous devons être ceux qui portons à la fois l'idée de liberté et l'idée, en effet, que par différentes politiques, on va reconstruire cette communauté de destin qui nous donnera l'optimisme et l'envie d'aller de l'avant. Je pense que pour les centristes, il y a là un beau message, que celui de construire une société d'équilibre entre la liberté et la responsabilité d'une part et la reconstruction des grandes politiques qui nous permettront de nous dire qu'en effet, que nous habitions à Clichy, à Boulogne, dans ma Normandie ou à Agen, eh bien nous appartenons à la même communauté de destin et que notre destin, il est tous ensemble. Je vous remercie.